Dans ce récit, tout commence par un seul mot prononcé à Ouagadougou. Un mot qui, selon cette histoire, oppose Ibrahim Traoré à un ultimatum, l'exigeant d'abandonner l'or du Burkina Faso en échange de stabilité financière. Que signifie, pour un pays du Sahel déjà fragilisé, qu'un président comme Ibrahim Traoré choisisse de répondre par un non frontal à des puissances économiques mondiales? Et si, dans ce scénario, ce simple refus ouvrait une brèche dans l'ordre économique qui encadre l'Afrique depuis des décennies? Dans cette version des faits, le non de la présidence burkinabé ne se réduit pas à une posture symbolique. Il représente la promesse d'une souveraineté économique assumée, avec Ibrahim Traoré placé au centre d'un pari risqué. Accepter la pression et préserver les circuits financiers existants, ou rompre avec les institutions dominantes pour tenter de reprendre la main sur l'or du pays. La mise en jeu est double. Pour le Burkina Faso, il s'agit de choisir entre l'accès facilité au crédit, au commerce et aux partenariats occidentaux, ou la perspective d'un isolement, de sanctions et de tensions internes si les résultats tardent à apparaître. Pour le reste de l'Afrique, ce scénario porte une question implicite. Un petit État sahélien peut-il incarner la possibilité d'un modèle alternatif, où la dette, les conditionnalités du FMI et les accords inégaux cessent de dicter les politiques publiques? Si l'expérience réussit dans ce récit, elle suggère qu'une autre voie serait concevable pour des pays longtemps cantonnés au rôle de fournisseurs de matières premières. Dans l'histoire proposée par le texte source, le tournant survient lorsque l'ultimatum étranger réclame près de 70% des réserves d'or burkinabé. Le récit suggère ensuite une hausse de 15% des recettes publiques minières après la nationalisation progressive des mines et le contrôle accru de l'État sur environ 70% de la production. Ce décor chiffré sert de mini-révélation. En refusant la cession de ses ressources, le pays ne s'effondrerait pas immédiatement, mais verrait au contraire certains indicateurs budgétaires se redresser. Pour comprendre ce basculement, il faut situer le Burkina Faso dans un Sahel marqué par la dépendance financière, la présence de compagnies étrangères dans les mines et la centralité de l'or dans les recettes d'exportation. Selon ce récit, l'économie nationale reposait déjà largement sur des flux contrôlés par des acteurs extérieurs qui emportaient la majorité de la valeur créée. Le nom prêté à Ibrahim Traoré s'inscrit ainsi dans une frustration plus large, partagée par d'autres sociétés africaines, celle d'extraire des ressources sans en maîtriser le prix, les circuits, ni l'usage final des recettes. Au-delà de la confrontation avec un ancien président américain, le texte met surtout en scène une rupture avec les logiques de dette, de conditionnalité et de dépendance, qui structurent les relations entre bailleurs et États africains depuis des décennies. Dans ce cadre narratif, le refus n'est pas un geste isolé, mais l'expression condensée d'un long ressentiment envers un système perçu comme verrouillé. Le récit fait d'Ibrahim Traoré un personnage clé, mais il ne le présente pas seul. À ses côtés, on trouve des conseillers militaires et économiques qui, dans l'histoire, se réunissent en urgence pour élaborer un plan de résistance et un décret interdisant l'exportation d'or sans validation étatique. Ce petit groupe sert de fil conducteur pour suivre les premiers effets concrets, sécurisation des sites miniers, redéploiement de l'armée autour des infrastructures stratégiques, annonce publique visant à rassurer la population sur la continuité des services essentiels. Selon le texte, la rue réagit presque immédiatement. Des manifestations de soutien éclatent à Ouagadougou, puis dans d'autres villes, donnant à cette décision un visage populaire. Les images diffusées de rassemblements et de drapeaux renforcent la dimension émotionnelle de la scène, sans que l'on sache précisément comment ces mobilisations seraient structurées dans la réalité. Ce rôle de guide attribué à la présidence et à son entourage permet de relier les décisions prises à huis clos à des effets visibles sur le terrain. Sentiment de fierté, confiance accrue envers le pouvoir en place, attente nourrie quant à une redistribution plus juste des fruits de l'or nationalisé. Dans ce cadre narratif, le « so what »
est clair. La trajectoire d'un pays bascule lorsque quelques décisions prises dans un bureau atteignent, en quelques heures, les rues et les imaginaires collectifs. Le fil des événements, tel que le texte le raconte, s'ouvre sur un moment de quiche-roite. La réception d'un ultimatum extérieur, présenté comme une exigence de céder la majorité des réserves d'or nationales en échange d'une forme de stabilité financière et diplomatique. Cette demande cristallise des années de ressentiment envers un système où les décisions clés se prennent loin du Sahel. La réponse narrative est immédiate. La présidence rejette publiquement cette condition, et le « non » devient un symbole. Vient ensuite la phase de chaos-trao. Le Burkina Faso, petit pays enclavé, entre en conflit ouvert avec des puissances économiques majeures, non pas sur un champ de bataille militaire, mais sur le terrain des flux financiers et des sanctions. Dans ce récit, les marchés réagissent avec nervosité. Des analystes parlent de gestes irresponsables, tandis que sur place, les autorités renforcent les dispositifs de sécurité autour des mines et multiplient les communications officielles. Les manifestations de soutien et les déclarations publiques d'alliés régionaux, comme le Mali ou la Guinée, amplifient la portée symbolique de la décision. Selon l'histoire, des accords commencent à être esquissés avec d'autres partenaires, dont la Chine ou la Russie, pour compenser les risques d'isolement. Le texte insiste sur la montée en intensité, tensions diplomatiques, spéculations sur l'avenir économique du pays, débats géopolitiques sur l'exemple qu'un tel refus pourrait représenter pour l'Afrique. Enfin, le récit passe au Dushan, ces ondes qui se propagent au-delà du moment initial. On y lit la mise en place progressive de nouveaux circuits d'exportation, la révision des accords miniers au profit d'un contrôle étatique plus fort, et l'émergence d'un discours panafricain sur la souveraineté. Dans ce scénario, le Burkina Faso devient un laboratoire, observé par des opinions publiques fatiguées des injonctions venues de l'extérieur. La décision supposée d'Ibrahim Traoré n'est plus seulement un geste ponctuel, mais un point de référence qu'on évoque lorsque l'on parle d'indépendance économique et de dignité. Le texte source propose plusieurs indicateurs pour illustrer le basculement économique narratif. Dans un premier temps, il décrit un baseline où environ 65% de l'or extrait quittait le pays sous contrôle d'entreprises étrangères, limitant la part des recettes directement captées par l'État. Après l'instauration de nouvelles règles et d'une nationalisation accrue, la part de la production contrôlée par les autorités serait montée jusqu'à environ 70%, avec à la clé une hausse estimée de 15% des recettes publiques issues du secteur minier. Cette progression chiffrée sert de delta pour montrer comment, dans le récit, un même sous-sol peut générer une valeur différente selon la structure de propriété et les contrats. Elle permet aussi de relier l'acte politique attribué à Ibrahim Traoré à des résultats budgétaires concrets. Plus de marge de manœuvre pour financer routes, écoles ou hôpitaux. Le texte évoque également un recul du chômage, d'environ 12%, attribué à l'essor des chantiers d'infrastructures financés par ces nouvelles recettes. Dans cette logique, chaque chiffre est suivi d'un effet attendu. Plus d'emplois dans la construction, un accès facilité aux services publics, une amélioration progressive de l'indice de confiance envers les institutions nationales. À ces indicateurs internes s'ajoutent des éléments externes. La rupture avec certaines institutions financières internationales conduit, dans l'histoire, à des sanctions et à la réduction de certains flux commerciaux. Mais le Burkina Faso compenserait partiellement par des accords bilatéraux en Afrique et par de nouvelles lignes de crédit en monnaie non occidentale. Le récit en tire la conclusion suivante. Même sous contrainte, un pays peut redéfinir une partie de son architecture économique en réorientant ses partenariats et en gardant la main sur ses ressources stratégiques, pour peu que le pouvoir politique accepte un certain niveau de risque. Pour évaluer ce scénario de manière plus robuste, le texte laisse apparaître deux lignes de lecture opposées. La première, critique, souligne que rompre avec le FMI, bousculer les bailleurs traditionnels et affronter des sanctions quand on est un pays sahélien vulnérable reviendrait à jouer avec la stabilité de toute une société.
Selon cet angle, la stratégie prêtée à Ibrahim Traoré exposerait le Burkina Faso à des chocs brutaux sur les importations, la monnaie et les investissements, avec un risque de dégradation rapide des conditions de vie. La seconde ligne de lecture, plus favorable, considère que continuer à accepter les conditionnalités et la captation de l'or par des intérêts extérieurs condamnerait le pays à une stagnation durable. Dans cette perspective, l'affrontement narré avec les grandes puissances serait un passage obligé pour ouvrir un espace de négociation plus équilibré, au Burkina Faso comme pour d'autres États africains. La nationalisation des ressources, la diversification des partenaires et la recherche de financements alternatifs seraient vite vues comme des réponses rationnelles à un système jugé déséquilibré. Le texte tente ensuite une forme de synthèse. Il montre que les risques pointés par les économistes ne sont pas balayés, mais qu'ils sont mis en balance avec les coûts d'un statu quo prolongé. Plutôt que de présenter Ibrahim Traoré comme infaillible ou imprudent, le récit insiste sur l'idée qu'un choix difficile a été posé, dans un contexte où aucune option n'est dépourvue de danger. La valeur de cette histoire, du point de vue analytique, réside moins dans la véracité des chiffres que dans la question qu'elle soulève. Jusqu'où un pays peut-il aller pour reconquérir une part de souveraineté économique? Et à quel prix? Un refus devient un test continental. C'est la révélation centrale de ce midpoint. Dans le récit, le geste attribué à Ibrahim Traoré cesse d'être un événement strictement burkinabé pour devenir un point de référence dans les débats africains sur la dette, les ressources et la place du continent dans l'économie mondiale. Au fur et à mesure que les semaines passent, le texte montre comment des voix, dans d'autres pays, commençant à questionner leurs propres accords miniers, leur dépendance financière et la faible part de valeur captée localement. Le Burkina Faso, malgré sa taille modeste, est présenté comme un miroir tendu à des sociétés confrontées au même dilemme. Ce midpoint ne change pas les chiffres de l'histoire, mais il en étend le rayon d'action. Ce qui se joue à Ouagadougou devient un symbole, utilisé dans des discours, des meetings, des tribunes, où l'on cite l'exemple burkinabé pour discuter de souveraineté et de dignité. Le texte décline ensuite les effets de ce scénario pour 4 grands groupes. Pour les citoyens ordinaires, la décision prêtée à Ibrahim Traoré se traduit d'abord par un sentiment de fierté et de reprise de contrôle. Les manifestations, les drapeaux, les discussions dans les quartiers populaires nourrissent l'idée que le pays ne se contente plus de subir. Mais le récit évoque aussi des inquiétudes. La crainte de pénurie, la hausse possible de certains prix et l'incertitude sur la durée des sanctions. Pour les acteurs économiques locaux, la reconfiguration des mines et des infrastructures ouvre à la fois des opportunités et des défis. Certains entrepreneurs bénéficient de nouveaux contrats publics liés aux chantiers routiers, scolaires ou hospitaliers financés par les recettes minières nationalisées. D'autres, habitués à travailler avec des partenaires occidentaux, doivent adapter leur modèle à des circuits de financement et de paiement différents. Pour les élites politiques et administratives, l'histoire met en avant un gain de légitimité, mais aussi une exigence accrue. Si les recettes augmentent, la population attend des résultats visibles, rapides, dans la vie quotidienne. Toute corruption, tout détournement devient plus coûteux symboliquement, car il viendrait fragiliser la justification même du non brandi au départ. Pour le niveau régional et international enfin, le scénario décrit une recomposition prudente. Des voisins du Sahel se rapprochent, des discussions s'ouvrent au sein d'instances africaines pour aborder la question de la souveraineté économique, tandis que certaines puissances mondiales réévaluent leur stratégie d'influence face à un discours de résistance plus audible. Dans ce tableau, le Burkina Faso n'est pas isolé, mais placé au centre d'un faisceau de tension, de solidarité et de calcul où la figure d'Ibrahim Traoré sert à la fois de symbole et de point de friction. Le récit dessine 3 trajectoires possibles sur les 6 à 12 mois suivants. Dans le scénario de base, la production d'or reste globalement stable, autour d'un niveau présenté comme suffisant pour maintenir les finances publiques à flot,
tandis que les sanctions demeurent contenues. Les relations avec certains partenaires occidentaux restent tendues, mais des accords bilatéraux africains et des appuis venus d'Asie permettent au pays de passer la période critique sans effondrement. Dans le scénario optimiste, les nouveaux partenariats se multiplient, les réformes internes avancent, et le Burkina Faso parvient à transformer une partie de son nord en projet visible. Routes achevées, écoles rénovées, équipements hospitaliers. L'exemple devient plus crédible pour d'autres États qui envisagent, à leur tour, de renégocier certains contrats. Le récit suggère alors qu'Ibrahim Traoré pourrait gagner une influence politique accrue sur la scène continentale, non pas par la force militaire, mais par le poids symbolique de son choix initial. Dans le scénario pessimiste, au contraire, les sanctions s'intensifient, les investisseurs se retirent, et les nouvelles alliances ne suffisent pas à compenser les pertes. Des tensions sociales émergent, liées aux difficultés d'approvisionnement et à la montée du chômage. Les voisins, soumis à leur propre pression, hésitent à s'aligner sur la position burkinabé, et l'isolement diplomatique pèse sur la stabilité interne. Ces trois voies ne prétendent pas prédire l'avenir réel du Burkina Faso, mais servir de cadre de réflexion. Elles montrent que la quête de souveraineté, telle qu'elle est racontée ici, ouvre un éventail d'issues possibles, où la réussite comme l'échec dépendent autant de la cohérence interne que de l'évolution de l'environnement international. À ce stade, le récit cesse de se concentrer uniquement sur les institutions pour s'adresser directement à celles et ceux qui le lisent ou l'écoutent. Il rappelle que derrière les pourcentages de production d'or, les graphiques de recettes et les décisions attribuées aux dirigeants se trouvent dans des vies concrètes. Familles qui espèrent un emploi durable, jeunes qui souhaitent une éducation accessible, patients qui dépendent du bon fonctionnement d'un hôpital public. En présentant l'exemple burkinabé, le texte invite l'audience à se demander ce que signifie, dans son propre contexte, la notion de souveraineté. Pour certains, elle peut vouloir dire un contrôle accru sur les ressources naturelles. Pour d'autres, la capacité de définir ses priorités budgétaires sans subir de conditionnalité. Le cas mis en scène ici fonctionne comme un miroir. Il renvoie à la question de savoir qui décide des trajectoires économiques et avec quelle légitimité. Sans idéaliser ni diaboliser Ibrahim Traoré, l'histoire met l'accent sur la dimension humaine de cette quête, le désir de dignité, de reconnaissance et de participation, au-delà des chiffres. En filigrane, elle suggère que chaque société doit trouver son propre équilibre entre ouverture au monde et protection de ses intérêts fondamentaux. Pour rendre cette quête de souveraineté plus concrète, le texte propose un canevas de solutions, présenté comme la stratégie attribuée aux autorités burkinabées. Premier axe, consolider la maîtrise des ressources minières, non seulement en nationalisant certains actifs, mais aussi en développant des compétences locales pour gérer, transformer et valoriser l'or sur place. Deuxième axe, approfondir l'intégration régionale, en s'appuyant sur des accords commerciaux et financiers avec les voisins du Sahel et d'autres pays africains, afin de réduire la vulnérabilité face aux décisions unilatérales de puissances extérieures. Troisième axe, diversifier les sources de financement en explorant des partenariats avec des acteurs non occidentaux, mais aussi en renforçant les mécanismes internes de mobilisation des recettes. Quatrième axe, investir dans les infrastructures sociales, éducation, santé, services de base, pour que les bénéfices de cette réorientation ne restent pas abstraits. Cinquième axe, améliorer la gouvernance et la transparence, condition centrale pour que le non prononcé dans ce récit ne se transforme pas en simple slogan. Dans cette feuille de route, la figure d'Ibrahim Traoré n'est pas seulement celle d'un chef qui refuse un ultimatum, elle est celle d'un dirigeant rendu responsable de l'usage des marges de manœuvre conquises. Le message implicite est clair. Sans institutions solides et sans contrôle citoyen, même les décisions les plus audacieuses risquent de se perdre.
La conclusion émotionnelle revient au motif du mot unique, prononcé au début du récit. Ce nom, attribué à Ibrahim Traoré, n'est plus seulement celui d'un président face à un ultimatum, mais celui d'un peuple qui refuse d'être défini uniquement par sa dette, sa pauvreté ou sa vulnérabilité géopolitique. Dans les rues décrites par le texte, ce refus se traduit par des chants, des drapeaux, des discussions où l'on tente de réinventer ce que pourrait être un avenir digne. Le Burkina Faso y apparaît comme un pays qui, malgré ses fragilités, ose formuler une exigence, être traité comme un acteur capable de décider de l'usage de ses ressources. La phrase finale implicite pourrait tenir en quelques mots. La souveraineté ne se mendie pas, elle se construit et se défend. Ce récit ne prétend pas dire comment l'histoire réelle se terminera, mais il laisse une trace, celle d'une société qui, à travers la figure de son dirigeant, tente de reprendre la parole dans un dialogue mondial, souvent asymétrique. Pour terminer, le texte propose une invitation plutôt qu'un mot d'ordre. Il ne s'agit pas d'ériger le Burkina Faso en modèle absolu, ni de demander à chaque pays de reproduire à l'identique le scénario raconté ici. Il s'agit plutôt d'ouvrir une conversation sur la manière dont les nations définissent leurs priorités, négocient leurs accords et protègent leur dignité dans un système économique complexe. Le lecteur est invité à se poser une question simple. Que signifierait, dans son propre contexte, dire non à ce qui fragilise la souveraineté et oui à ce qui renforce la capacité collective à décider? Partager cette histoire, en débattre, la critiquer ou la nuancer, devient une façon de participer à cette réflexion. La trajectoire imaginée du Burkina Faso n'est qu'un point de départ. La suite appartient aux discussions, aux choix et aux engagements de chacun.